Salut à tous, je suis Jules Gustave et je vous souhaite la bienvenue sur Hors Zone, le podcast qui décortique les petites réussites et les grands succès. Avec ce podcast, j'interviewe des personnes qui, dans leur vie quotidienne, dans leur projet, ont entrepris de sortir de leur zone de confort. Mon objectif est de décortiquer leur cheminement de pensée et de comprendre ce qui fait leur motivation et leur réussite au quotidien. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuelle Lacoste. Salut Emmanuelle, comment vas-tu ? Salut Jules, salut les auditeurs, ça va bien, merci. C'est vrai, tu as raison, il faut saluer les auditeurs. Oui. Les auditrices également. Et les auditrices, absolument, on sera inclusif. Alors toi, Emma, tu es donc entrepreneuse dans le domaine de la gestion des déchets et du tri, et le tri, depuis, je crois, 5 ans. Je sais pas, bon. Oui, 2021, on va dire que c'est la 5e année. D'accord, très bien. Ta société s'appelle R3 Attitude. Exact. Auparavant, tu as passé 7 années, je crois, dans le domaine des ressources humaines. Oui. Et ça fait maintenant aussi 10 ans que tu es hôtesse de l'air. Ah, t'as soupiré. Le temps passe. Ah bah ça passe vite, 10 ans. Oui. Donc en fait, on peut dire que tu en as ta 3e vie en fait. Ma 3e vie. Alors, je suis, non, pas comme les chats quand même. Ouais. Mais, non, c'est bien la même vie. Mais c'est vrai, bien remplie, bien active et c'est pas fini. Super. Est-ce que tu es prête à ce que je décortique ton cheminement de vie et de pensée ? Allons-y, on va voir si tu as bien décortiqué, si tu as bien travaillé. Ok, super. Alors du coup, déjà, j'ai juste une toute première question pour toi. Que t'évoque le concept de zone de confort, tout simplement, et d'ailleurs, plus largement que ça, le concept de zone, tout simplement. Alors, la zone de confort, pour moi, rapidement, me fait penser à un concept japonais. On en entend de plus en plus parler. Il s'agit de l'ikigai. Tu m'as volé ma question d'après. Ah. Et en réalité, l'ikigai, c'est quelque part une zone de confort, tout en étant une zone où on cherche à explorer des nouveaux horizons. L'idée, l'objectif principal est de trouver son équilibre personnel et professionnel. Donc, c'est d'associer à la fois ce dont on a besoin dans le monde, ce pourquoi on est compétent, notre passion et ce qui va nous rapporter de l'argent. Enfin, ce qui va nous faire vivre, en fait. Donc, si on fait quelque chose qui nous plaît et qui répond à un besoin de la société, je dirais, c'est une forme d'équilibre et qui continue à nous motiver au jour le jour. Et c'est quelque part sortir de sa zone de confort parce que continuellement, perpétuellement, on cherche à trouver des nouveautés ou à s'améliorer pour maintenir un petit peu ce cocon et à la fois une zone de confort selon moi puisque comme c'est une passion, c'est notre équilibre, on s'y sent bien. Est-ce que tu vois un peu ce que je vois ce que tu dis, ce que tu veux dire. Donc ça veut dire que effectivement l'ikigai qui est donc le petit point central où tu te positionnes par rapport à ce que tu apportes, ce dont tu as besoin et ce dont le monde a besoin, c'est ça hein ? Oui, c'est souvent schématisé avec un cercle au centre et 4 autour. Ouais, c'est ça. Et donc arriver à rester au centre de ces 3 cercles qui se chevauchent, oui. C'est pour toi une façon de sortir, au contraire, de sa zone de confort, puisque c'est en fait un effort, enfin, c'est conscient en fait, c'est que tu as mis en place des choses pour justement trouver ce point d'équilibre qui te permet de t'épanouir en fait. Oui, et tu as employé le terme conscience. Ouais. Une des premières étapes, effectivement, c'est la prise de conscience. C'est qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me donne envie d'avancer, est-ce que j'ai conscience de l'environnement qui m'entoure et qu'est-ce que je peux lui apporter. Donc il y a une profonde réflexion sur soi-même, mais aussi tournée vers l'extérieur. Ok. Et toi, comment tu as mis ça en place ? Est-ce que tu penses déjà avoir atteint ça se dit atteindre son ikigai ? Oui,
Oui, ça peut se dire, D'accord. effectivement. Je dirais que j'y travaille encore, Ouais. puisque, comme je l'ai mentionné, il y a une partie où on gagne sa vie avec. Donc, je dirais qu'il y a du travail dans ce sens, Ouais. mais je suis dans une bonne voie. D'accord. D'accord. Donc tu n'as pas encore atteint tous les. Donc ça veut dire que les 2 autres sont déjà atteints. Les 2 autres. Alors, Enfin, si ça peut se schématiser aussi simplement en fait. je pense avoir identifié effectivement, en tout cas, un des besoins essentiels sur nos territoires, en plus ultramarins, c'est comment optimiser nos ressources qui sont épuisables. Il y a des ressources renouvelables, mais il y en a qui sont épuisables. Donc, comment les optimiser ? Donc, c'est pour ça qu'on parlait de prévention, de tri par rapport aux déchets, qui parfois sont des ressources finalement. Et puis, mes compétences, oui, je deviens de plus en plus spécialisée dans le domaine. Et oui, la passion, ça c'est clair que c'est ce qui me motive le matin quand parfois j'ai envie de baisser les bras. Comme on dit souvent, il faut se rappeler pourquoi on a commencé. Et quand j'ouvre les yeux, tout simplement, je vois où on habite, où on a des richesses, la biodiversité, la mer, la rivière, la montagne, tout ce qu'on veut. Être en harmonie avec la nature, c'est quand même la base, à mon sens. Donc toi, c'est ce qui t'a fait te lever le matin aussi, c'est ce que tu vois devant les yeux. Parce que c'est aussi un truc que je voulais aborder avec toi en plus d'ailleurs, parce que tu abordes décidément tous les points que je voulais aborder avec toi. Ouais, ce qui te fait te lever le matin. Donc, tu as mentionné donc la nature et ce sens que tu as trouvé dans ton activité en fait. Oui, après je pense que c'est accessible à tous. On a tous les mêmes sens. La vue est l'un des plus importants. Et il suffit d'observer ce qui se passe autour de nous. Il y a des choses qui nous font réagir, qui nous interpellent, qui, dans le bon et dans le mauvais sens du terme d'ailleurs, des choses qui nous plaisent et qui nous donnent envie de soutenir des actions dans le bon sens. Et d'autres qui nous font nous révolter et non, il faut intervenir. Oui, mais on n'a pas tous les mêmes valeurs. Exact. Donc on a peut-être tous le même sens, mais il y en a pour qui la valeur argent il prend le pas sur le reste. Il y en a pour qui la valeur travail, d'autres pour qui, voilà, on n'a pas tous les mêmes valeurs, quoi. Oui, c'est vrai, il en existe beaucoup des valeurs. Cependant, nous sommes des êtres humains. Et je pense que tout à l'heure, j'ai parlé de base et tous les êtres humains ont besoin de respirer. Donc, il y a des valeurs, il y a aussi des envies, il y a aussi des besoins. Et on ne peut pas nier le fait qu'on ait des besoins vitaux. Et à un moment donné, il y a... est-ce qu'on peut parler de proverbe, de citation ? Je pense que c'est un proverbe indien. Je vais tenter de t'en rappeler. rappeler. Il y a une phrase qui dit « Lorsque l'homme aura pollué la dernière rivière, aura tué le dernier poisson, aura mangé... » alors il se rendra compte que l'argent ne se mange pas. Ouais, c'est clair. Donc il faut... je vais essayer de la retrouver. Bon, il suffit de regarder sur Internet. Alors, je ne dirais pas mon ami... Comme on le dit souvent, j'inciterais plutôt à utiliser un moteur de recherche éco-responsable. Donc mon ami moteur de recherche éco-responsable. Il donnera également la réponse. Promis, je chercherai sur ce moteur de recherche éco-responsable. Je ne les cite pas, mais si besoin, je suis là pour vous donner des indices. Et donc, oui... c'est vivre en harmonie avec la nature, avec ce qui nous entoure, pour avoir un cadre de vie qui nous correspond. Ouais. Mais du coup, alors, ok, tu nous as expliqué en quoi être au centre de son ikigai, c'est sortir de sa zone de confort. Ok. Mais maintenant... en quoi est-ce qu'au centre de ton ikigai à toi, c'est sortir de ta zone de confort ? Enfin, je veux dire,
qu'est-ce qui fait que... Est-ce que tu as l'impression, au quotidien, de sortir de cette zone de confort et est-ce que c'est nécessaire ou pas? Parce que ça aussi, c'est un point que j'ai abordé plusieurs fois dans le podcast. Le fait que des fois, on n'a pas forcément besoin ou certaines personnes n'en ont pas simplement envie. Voilà, donc qu'est-ce que tu fais au quotidien pour... Je dirais que souvent on parle de rechercher sa voie professionnelle, de donner un sens à ses actions, de trouver sa voie. Quand on est jeune, quand on est au collège, oui, tu veux faire quoi dans la vie? Plus tard, quand tu seras grande, tu feras quoi? Et quand on a commencé notre podcast, tu me dis oui, mais tu as eu plusieurs vies. En fait, souvent, on a l'impression de se chercher, ou même on entend souvent de plus en plus des personnes qui ont eu une longue carrière dans un grand groupe, ou peu importe, en tout cas dans un même secteur d'activité, et du jour au lendemain, qui arrêtent, qui changent, qui font une reconversion totale, et donc comme ce besoin, je reviens à ce terme-là, comme ce besoin de se sentir, de donner un sens en fait à ses actions au quotidien. Me concernant, j'ai souvent suivi mon intuition, parce que c'est souvent, comme je disais, par rapport à l'endroit où on évolue, l'endroit où on réside, l'endroit où on vit. J'ai eu la chance de voyager, donc c'est vrai que j'ai travaillé en ressources humaines, j'étais en Île-de-France, donc dans l'Hexagone. Alors que juste avant, j'avais grandi, j'ai passé la majorité de ma vie scolaire, on va dire, en Guyane. Ok. Française, tu es née en Guyane? Je suis née en Hexagone. Ok. Rapidement, je suis allée en Guyane. Je suis retournée donc pour le début de la vie active en France. Et puis, j'ai eu cet appel, retourne dans la Caraïbe, tu t'y sens bien, il y a tes repères et c'est là qu'il faut être. Donc, tout ça pour dire qu'en fonction de l'endroit où on est, on a des visions différentes, des perspectives différentes, des envies d'agir différentes. Et remets-moi dans le fil de ta question. Ben ouais, c'était plus pour... ma question était vraiment au quotidien. Est-ce que tu as... qu'est-ce que tu fais pour sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu as, par exemple, je sais pas, une démarche intellectuelle ou même un truc physique que tu fais qui fait que, justement, tu fais l'effort de trouver ton ikigai? Alors, quand tu me dis ça, ça me fait penser à une rencontre que j'ai faite récemment dans le cadre professionnel. Je fais partie d'un incubateur d'entrepreneuriat au féminin. J'ai pu rencontrer un coach en insertion professionnelle, on va dire, en développement professionnel et personnel, qui m'a incité vivement à écrire mon rituel. Mon rituel du matin, notamment. D'accord. Et dans ce rituel, il y a toujours ce lien avec la nature. Donc, qu'est-ce que je me force à faire quelque part? Parce que ça pourrait paraître évident. Voilà, je parle de nature. Je sais pas, j'habite dans une cabane dans les arbres. Non, pas vraiment. Cependant, le matin, Bon, alors, tu m'as dit que je me livre. Vas-y, n'aie pas honte, vas-y, regarde. Ne me jugez pas. Je vais donner à manger aux poissons dans le jardin. Je vais donner à manger aux poussins. Et je m'occupe de mon ylang-ylang. Tu connais cette plante? Je connais. J'ai découvert ça en arrivant ici. Ouais, je l'ai découverte lors d'un de mes voyages à Madagascar. Ouais, ok. Parce que j'ai aussi habité un petit peu à La Réunion, dans l'océan Indien. Super. Quand je t'ai dit que je voyageais, tu vois, on en parlera. Tous les pays. Mais ouais. Donc, l'ylang-ylang m'a suivi jusqu'en Guadeloupe et j'essaye de le faire grandir. Ah, tu l'as pris depuis le Madagascar, tu l'as amené en Guadeloupe? Non, ça serait quand même très fort, ouais, comme action. Mais je suis allée à Madagascar il y a déjà plusieurs années. Cependant, l'ylang-ylang, je l'ai trouvé en Guadeloupe, okay. une jeune pousse. Et maintenant, je fais en sorte
qu'il devienne grand. D'accord, Il ok. deviendra grand. Et ton ilan t'aide à se reconnecter à la nature. Oui, et alors je te donne un exemple qui va te faire sourire. Quand tu me demandes est-ce que ça demande des efforts? L'exemple de l'ilang-ilang, tous ceux qui sont dans l'agriculture ou aiment le jardinage, ou même, savent qu'en Guadeloupe, il y a des fourmis manioc. Oui, les fameuses Très invasives. que certaines personnes détestent Oui. et que d'autres personnes protègent. Et cet ilang-ilang est très apprécié de ces fourmis manioc. Et donc, mon défi au quotidien, c'est de surveiller qu'il ne soit pas attaqué, de le protéger et de trouver des astuces naturelles tant que faire se peut pour dévier la route de ces fourmis manioc ces qui veulent attaquantes. tout attaquer. D'accord. Voilà. Et en fait, ça a l'air de rien, c'est une anecdote comme ça, mais si on le transpose aussi dans notre vie au quotidien, et que ce soit dans le milieu sportif, culturel, professionnel, on est constamment confronté à des obstacles, à des inattendus. Et voilà, comment anticiper, comment trouver des ressources, des alternatives pour réussir à faire grandir ce que l'on veut faire grandir. Et voilà, dans la joie et la bonne humeur. Génial. Eh ben dis donc, j'aurais pas vu meilleure réponse, quoi. Je t'ai parlé de mon jardin. Mais... Non, mais j'adore. Moi, je suis très curieux. Tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un de... Je suis pas hyper... j'aime la nature, hein, mais je suis beaucoup plus à l'aise dans une ville que dans une campagne. Enfin, ça commence peut-être un tout petit peu à changer, mais bon, c'est un peu le fruit de mon histoire. Et du coup, non, mais malgré tout, je suis très curieux et très, très content de ton témoignage. Ça te fait rire. Non, mais je trouve ça génial, en fait, parce que c'est dans les choses simples qu'on trouve la force d'aller, de se surpasser. Oui. Donc, je trouve ça vachement simple, vachement bien. Voilà. Merci. Donc, c'est super. Bon, alors du coup, tu as mentionné beaucoup de choses là, et c'est super. Moi, je voudrais voir avec toi également la fameuse reconversion. Parce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui n'hésite pas à... alors non pas forcément à changer de voie, forcément radicalement, mais en tout cas, tu n'hésites pas à te réorienter, comme tu disais, en fonction de ton instinct, tu vois. Alors, je ne dirais pas que tu es championne de la reconversion quand même, il ne faut pas déconner, mais en tout cas, tu as déjà 1 à 2 reconversions professionnelles derrière toi. Oui, j'ai touché à plusieurs secteurs d'activité, effectivement. Tu as fait un truc avant les RH ? Avant les RH. Écoute, j'ai commencé mes études en linguistique. Ouais. J'avais l'intention d'être dans la traduction. Ah ouais, ok. Plus précisément dans l'audiovisuel. Pourquoi ? Tu parles quelle langue ? Alors, je parle en français, créole, anglais. Je ne t'ai jamais entendu parler créole. Oui, c'est vrai. Je le chante plus que je ne le parle et je l'écris, etc. Mais que ce soit Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Haïtien. Je gère ça. Haïti, un peu moins, mais bon. Il n'y a pas un créole malgache, non ? Il y a un créole malgache. Oui. Ouais. À l'île Maurice, tout à fait. Ouais, ok. Ouais. Et donc, créole au pluriel. Ouais. Anglais, espagnol, portugais du Brésil. J'ai appris le japonais et j'aimerais... Écoute, ça fait un moment que je me suis pas plongée dans les bouquins, parce que j'apprends beaucoup dans les livres aussi. J'aimerais apprendre le vietnamien. Mon père parle vietnamien, ma grand-mère était vietnamienne, mes oncles et tantes parlent vietnamien, et je suis la seule à pas encore parler cette langue. Écoute, tu as déjà été au Vietnam ? Et non, même pas. Tu vois, donc... Même moi, j'ai déjà été au Vietnam. Alors non, j'y ai passé 2 heures. J'ai fait une escale. Super. Alors là, je rajoute des pays à ma liste si je compte les escales. Hein. J'ai fait une escale à Ho Chi Minh de 2 heures. Donc non, mais voilà. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, décidément, ça fait encore de choses à discuter avec toi. Mais donc, pour la reconversion, oui. Je veux savoir, qu'est-ce qui te pousse à... Alors, au-delà de l'instinct, c'est quoi ton moteur ? Qu'est-ce qui détermine le fait que tu décides comme ça de changer de voie,
est-ce que c'est encore ton ikigai? Est-ce que c'est encore... Ou est-ce que c'est la nécessité? Enfin, voilà. Écoute, l'ikigai, c'est venu récemment, donc je ne dirais pas que j'étais dans cette quête d'ikigai depuis longtemps. Ouais. Cependant, la curiosité est toujours l'envie d'apprendre, en fait. L'envie d'aller en profondeur, de comprendre les choses. Donc, oui, il y a eu, je l'ai cité, l'envie de revenir dans la Caraïbe, peut-être inconsciemment revenir aux sources. Il y a eu l'envie de développer les échanges, de partager son savoir, de transmettre ses connaissances en toute modestie. Après, c'est ça, c'est d'apprendre des autres, de transmettre finalement ses expériences. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que tu quittes les RH pour aller vers l'aérien, par exemple, que tu te retrouves au test de l'air? Est-ce que le fil rouge de toutes mes activités professionnelles, c'est le voyage? Peut-être. Est-ce que c'est l'humain? Peut-être. Oui, dans la l'humain RH, et dans les... Ah ouais, évidemment. Dans la RH, Ouais. sont ressources Ouais. humaines. Dans le tri, il y a déchets, il y a ressources. En tant que personnel navigant, on rencontre énormément de personnes. On a, oui, des passagers, même les membres d'équipage, c'est presque une famille. Donc, on a beaucoup d'échanges, de richesses, finalement, qu'on découvre, et puis de culture. Donc, je cherche peut-être une réponse qui pourrait te convenir, mais c'est vrai que... Non, mais s'il n'y en a pas, c'est... Voilà. Souvent, on fait des bilans de compétences. Parfois, on ne sait pas ce qui va en résulter. Et puis, il y a quand même des mots-clés qui reviennent. Donc, c'est pour ça il y avait le mot nature, écologie. Il y avait le mot partage. Après, c'est pour ça qu'on parlait d'amélioration, de recherche perpétuelle, finalement. On essaye d'ajuster, d'adapter toujours en fonction de sa personnalité, en fonction de ses moyens aussi, de ses envies, et puis ça évolue au fur et à mesure. Super, très bien. Non, mais c'est super, très bien, parfait. Et non, j'ai pas de questions à ce niveau-là, à nouveau. Donc, bon. Parlons de R3. Parce que R3, là encore, c'est une sacrée aussi, j'imagine, entreprise à laquelle tu t'étais... Enfin, est-ce qu'on se prépare à être entrepreneur? Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui a fait que déjà que tu as décidé de lancer ton entreprise? Parce que, voilà, bon, quand on est, comme tu dis, personnel navigant, j'imagine que on a une vie assez chargée, faite de rencontres, de voyages... Enfin voilà, je pense qu'on a tous, quand on était petit, rêvé d'être steward ou hôtesse de l'air, quoi. Voilà, toi tu l'as fait. Donc c'est. On peut rêver d'être pilote aussi. Oui, d'être pilote. En tout cas, voilà. Donc voilà. Mais rêver, en fait, c'est les voyages, la vie. Franchement, c'est quand même. Ouais, c'est quand même. Alors, quand tu es dans un avion et que tu vois les stewards et hôtesses de l'air. Moi, ça me fait pas forcément rêver de les voir travailler. Mais savoir que le mec, il traverse d'un pays à un autre au quotidien, je trouve ça génial. Même si j'imagine qu'il y a plein de mauvais côtés aussi. Hein, mais... Oui, mais voilà, c'est l'imaginaire. Mais comme tout métier, il y a des avantages, des inconvénients. Il y a des images que l'on se fait du métier. Et pour l'aérien, en tout cas, une vie chargée, une vie décalée aussi, puisqu'on a des changements de planning. Parfois, on dort chez soi et parfois, pendant une semaine, on n'est pas là. Donc, quand on a des vies de famille ou une vie sociale à entretenir, eh bien, parfois, c'est les jours fériés, les fêtes de fin d'année, etc. Parfois, il faut faire des concessions. Donc, il n'y a pas que l'aspect rêve et... Oui. Et puis, j'imagine que du coup, c'est un métier que tu fais quand tu es jeune. Enfin, quand tu commences à prendre un peu d'âge, je sais pas,
Enfin, je pense pas qu'on peut être à 60 ans hôtesse de l'air, quoi. Je sais pas si je dois relever ce point-là. Parce que, du coup, tu vas me poser la question. Pas du tout, Oh, pas du bon, tout, d'accord. pas du tout. Oui, non, on est jeune et quand on est moins jeune, on peut toujours être personnel navigant. D'accord, très Être bien. jeune, c'est dans la tête aussi. C'est vrai, Il absolument. suffit d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire du sport, d'être en forme, une alimentation. Et d'y croire beaucoup aussi. Et si on peut, local. Et d'y croire, bah oui, bah écoute, après, quand on est compétent, on est performant, Absolument. rien ne nous arrête. Mais bon, donc, tu vois, tu me fais parler et après j'oublie. Mais moi ta aussi, j'ai question oublié de base, j'ai oublié ma je sais plus question. à quoi je dois répondre. Non, c'était par rapport à. Non, moi, ma question principale était surtout ce qui t'avait poussé à entreprendre. Déjà, d'une part, tout simplement entreprendre, et ensuite entreprendre de créer ER3 dans l'environnement, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont prédestinées, c'est leur vocation, de père en fils, de mère en fille. Dans leur famille, il n'y a que des entrepreneurs. Je reprends la société familiale, etc. Il y en a d'autres aussi qui ont créé des boîtes dans le garage à 17 ans et qui, au final, n'ont fait que ça. Okay. Et bon, c'est pas du tout mon cas. Mes parents sont dans la fonction publique. Dans mon entourage, il n'y avait pas forcément de maintenant on parle de start-up, mais bon, de modèles économiques déjà qui donnent envie. Et ça s'est présenté à moi, j'étais, comme tu dis, encore dans l'aérien. C'est cette volonté d'agir. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour améliorer mon cadre de vie, mais de surcroît celui de mes proches, de ceux qui m'entourent. Donc, voilà, on en revient à l'observation. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce que j'ai vu de mes yeux? Voilà, je vais à la plage, je vois des mégots de cigarettes. Je vais à la rivière, je vois des bouteilles en plastique. Donc, je vois comme tout le monde et je me dis, non, mais qu'est-ce que je peux faire, en fait? Et alors, c'est pour ça qu'on parle de passion souvent parce que j'ai envie toujours d'aller plus loin, de me dire, mais... Il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai renotée ici. Un petit geste vaut toujours mieux qu'une grande intention. Donc, on a beau se dire, ah oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ça serait bien si... pourquoi ils n'ont pas pensé à ça? Les autres, pourquoi ils ne font pas les autres? Et moi, j'ai décidé, à mon échelle, avec mes moyens, d'agir. Et c'est ce qui m'a poussée, mine de rien, à créer l'entreprise. D'accord. Donc, j'ai créé l'entreprise pour agir à mon niveau, localement, et dans l'environnement, parce que pour moi, c'est un non-sens de polluer l'endroit où on vit. Voilà, en plus, on est sur une île touristique, donc il y a une certaine image à donner, et moi, j'en fais partie, en fait. J'habite sur cette île, donc comment je contribue à la préservation de cette biodiversité, etc. Et puis, en faisant de plus en plus de recherches, donc personnelles, je me suis aperçue qu'il y a encore plein de choses à faire. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut faire des choses, il y a plein de perspectives. Il faut trouver son ikigai. C'est ça, exactement. Et mais d'ailleurs, on n'a même pas présenté en fait ER3 parce qu'on n'a pas dit ce que ça veut dire, les 3 R là. Et Pour moi, c'est une évidence. C'est vrai, parfois j'oublie de rappeler les bases. Bon, c'est vrai qu'il faut dire aussi que moi, ER3, je te vois évoluer, j'ai tout le temps ER3 sur les réseaux. Voilà, donc du coup, je suis habitué, quoi. Donc voilà, mais dis-nous déjà ce que c'est ER3, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que tu fais? Oui, alors d'ailleurs, tu me fais penser que R3, c'est... Pourquoi pas 3R d'ailleurs? 3R, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un terme qui est déjà bien utilisé dans le milieu environnemental. Et cette lettre R peut avoir différentes significations. Souvent, on voit réduire les déchets, réutiliser, réparer, refuser, ceux qui tendent vers le zéro déchet, donc refuser les surconsommations, les modes de consommation à excès. Alors, j'ai voulu rester autour de ces 3 R, et R3 est devenu réagir, recycler, recréer. On a parlé de prise de conscience tout à l'heure, donc réagir, voilà, nous sommes en Guadeloupe, est-ce qu'on a conscience de nos valeurs, de nos richesses?
comment nous pouvons réagir face à cela. Recycler. Pourquoi c'est important de recycler ? Récemment encore, il y a eu la diffusion de chiffres, notamment sur la Guadeloupe, en 2019. Je ne sais pas si tu sais, il y a plus de la moitié des déchets qui ne sont pas revalorisés, qui restent en Guadeloupe et qui sont voués à l'enfouissement. Ouais. Là, donc ça veut dire quoi ? C'est que le recyclage permet de limiter la mise en décharge. Oui, le meilleur déchet, comme on dit, c'est celui qu'on ne produit pas, qui n'existe pas. Mais lorsqu'il est là, puisque nous, on importe beaucoup de l'extérieur, lorsqu'il est dans le département, sur le territoire, mais qu'est-ce qu'on en fait ? C'est important de le remettre dans une filière de tri, de revalorisation. Donc, il repart dans les centres agréés auprès des recycleurs pour qu'il soit transformé. Si ce n'est pas recyclé, ça reste chez nous et on pollue nos sols. Donc voilà, il y a le réagir, le recycler et le recréer. Recréer ensemble, d'où on parlait d'échange, de partage, tu vois, d'aller toujours à la rencontre de la population, de comprendre un petit peu les schémas de pensée et les visions. Qu'est-ce qu'on a à l'esprit ? On parlait, tu vois, d'images de l'aérien. Oui, ça me fait rêver quand je vois quelqu'un qui travaille dans l'aviation, mais est-ce qu'on sait réellement ce que ça implique ? Et pareil, les images, les a priori que l'on a par rapport aux déchets, par rapport au recyclage, est-ce qu'ils sont justifiés ? Et voilà, donc ça nécessite beaucoup de communication, d'implication, etc. Donc voilà, R3, c'est réagir, recycler, recréer. Et j'ai rajouté le mot attitude. Attitude, R3, attitude. Parce que ça vient aussi d'une phrase qui me parlait beaucoup. C'est ce qui compte, en fait, ce n'est pas l'altitude, tu vois, pour parler encore des hautes sphères de l'avion. Ce qui compte, ce n'est pas l'altitude ni l'aptitude, qu'est-ce que je peux faire, mais c'est l'attitude. C'est accessible à tout le monde, en fait, c'est un comportement, juste un état, une façon d'être qui va changer la donne. Il suffit d'un geste et on peut tout simplement donner l'exemple sans le savoir, en fait. Un enfant me voit prendre une bouteille qui traîne dans la rue et le mettre dans la bonne poubelle. Inconsciemment ou consciemment, il va voir ce geste et il va vouloir le renouveler. Ouais, c'est clair. Et ainsi de suite, peut-être le dire à ses parents, qui va le dire dans son entourage, etc. Donc, être conscient que chacun a un comportement, enfin, être conscient de son comportement, que ça peut avoir forcément des conséquences, que ce soit dans le positif ou dans le moins positif. Non, super. Et du coup, concrètement, après, une fois que tu as identifié tes valeurs, que tu as identifié ce que tu veux faire, quoi, comment tu mets ça en place ? Parce que, ouais, c'est super, mais derrière, comment une entreprise, ça a besoin de générer de l'argent quand même pour pouvoir vivre, tout simplement. Qu'est-ce que tu proposes du coup pour ça ? Alors, les premières années d'R3 Attitude se sont articulées essentiellement autour d'une expérimentation. R3 Attitude est la première entreprise locale, guadeloupéenne, à avoir implanté un concept de tri ludique. Et donc, dans la Caraïbe, on était les seuls à avoir un automate de tri qui reconnaît les bouteilles en plastique, les canettes, pour faciliter leur recyclage, mais de manière ludique, c'est-à-dire que dès que tu déposes la bouteille ou la canette, la machine, elle déclenche une loterie, comme au casino. Ouais. Et du coup, il y a un écran où défilent les logos, et quand on a le jackpot, hop, on a gagné. Ouais. Donc, on a gagné quoi ? Soit la possibilité d'avoir des réductions, des cadeaux en fonction des partenaires, soit la possibilité de faire sa démarche environnementale jusqu'au bout et de faire un don pour une association locale. Donc moi, mon travail pendant les premières années, c'était ça, c'était d'identifier les partenaires qui s'associent à cette notion de développement durable, qui veulent préserver le territoire, de trouver des associations aussi à valoriser, à reverser des dons avec des financeurs, des donateurs.
C'était de voir justement comment ça allait être accueilli auprès du public guadeloupéen, donc de faire la preuve de concept finalement, de montrer que les gens sont plus sensibilisés qu'on ne le pense. Ouais. Ils veulent agir, ils veulent des solutions pour préserver le territoire. Et c'est de là. Oui, je pense que les gens sont conscients et oui, absolument, très conscients en Guadeloupe de. Bah oui, c'est une fierté en fait. Ouais. Hein, c'est pas tout le monde. On en parle parfois, mais quelle est l'authenticité de la Guadeloupe? Mais il y a plein de choses qui font qu'on est unique. Et donc, il y en a beaucoup qui sont sensibilisés, beaucoup qui veulent agir. Cependant, ce qui revient souvent, c'est le manque de sens. C'est pour ça que je parlais de communication, parce qu'il y en a qui pensent encore que trier, c'est inutile, que trier, derrière, c'est mélanger. Donc, il y a ce manque d'information et ce besoin de communication pour rassurer les citoyens, mais aussi les entreprises. Donc, pour revenir à R3 Attitude, en fait, c'est vrai qu'indirectement, on touche le grand public. Cependant, on s'adresse davantage aux professionnels qui, eux, sont soumis à d'autres réglementations et parfois n'en ont pas conscience. Ou ils en ont conscience, mais ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas qui contacter, comment procéder. Donc, je suis là pour les accompagner, pour les conseiller. Et ça, c'est la deuxième... Oui. Parce que tu as parlé tout à l'heure des premières années, et du coup, depuis quelques temps, c'est ça que tu mets en place, vraiment une partie conseil. Tout à fait. Oui, conseil auprès des entreprises. On parle beaucoup de RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. On parle de SS, économie sociale et solidaire. C'est faire en sorte que des termes... parfois, j'ai envie de dire bateau, qu'on pense maîtriser, développement durable, RSE, voilà, c'est des mots qu'on entend de plus en plus, des expressions. Pour qu'ils prennent du sens, quoi. Voilà, et parfois, en fait, on a du mal à faire un lien, mais ça correspond à quoi concrètement? C'est ça, exactement. Et donc, voilà, après, c'est des termes techniques, des termes juridiques. Oui, la loi dit que, la réglementation en vigueur veut que... Bon, tout de suite, ça fait froncer les sourcils et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je risque aussi? Au-delà du fait de polluer la Guadeloupe, qu'est-ce que je risque financièrement? Puisqu'on parle d'entreprise, tu me parlais de modèle économique, comment gagner de l'argent. C'est ça aussi, c'est de montrer à l'entreprise que le développement durable, c'est pour être rentable dans la durée. C'est de pérenniser son entreprise, d'avoir un chiffre d'affaires, un modèle économique qui soit aussi éthique. Et puis en plus, c'est hyper important pour les consommateurs en plus. Donc, plus en plus, une entreprise qui se positionne sur ce genre de valeurs marque des points, même au niveau marketingment parlant, quoi. Oui. Donc, c'est un argument marketing supplémentaire pour l'entreprise en plus. Oui, c'est un argument commercial encore aujourd'hui, parce que comme on le disait, il y en a beaucoup qui sont sensibilisés, mais il y a encore du travail à faire en termes d'action. Après, il faut quand même préciser que dans toutes ces communications marketing, le consommateur justement s'y perd parce que tout le monde dit ah oui, moi je suis vert, moi je fais ci, moi je fais ça, mais il y a un besoin de transparence, vraiment comprendre les choses de A à Z. Et là on va parler de cycle de vie d'un produit. Voilà, telle entreprise affirme que ce produit est respectueux de l'environnement. D'ailleurs, il y a des termes maintenant qui sont rentrés dans le code de la consommation où on n'aura plus le droit d'utiliser certains termes, donc il faut faire attention. D'accord, ouais. Le greenwashing, etc. Il faut faire attention de ne pas utiliser des termes qui portent à confusion pour le consommateur. Ouais. Donc, oui, on entend de tout, de tous les côtés. Et on met du verre partout. Voilà, on met du verre partout. Ouais. Et le consommateur pense... faire une bonne action quelque part, et parfois il est déçu parce qu'il dit ah ben non, publicité mensongère. Ouais. Moi je suis là pour... Et d'ailleurs il y a des marques qui en ont vraiment beaucoup pâti de leur et qui justement ont rompu ce lien de confiance qu'ils avaient avec leurs consommateurs. Moi je pense à je crois que c'est Volkswagen
qui a, tu sais, pendant des... Ouais, mais enfin, moi ça me vient en tête tout de suite Volkswagen qui avait justement manipulé les clients en leur faisant croire que la voiture était propre, alors qu'en fait, il polluait à fond, enfin, il respectait pas les règles et tout ça. Donc, les filtres à partir. ouais, voilà. Et du coup... Oui, alors on peut parler de... D'ailleurs, tu me tends un peu une perche parce qu'on parle de l'aviation de mon parcours et parfois on me dit oui, mais l'avion, ça pollue. Mais c'est vrai ça. Mais c'est vrai ça. Je prends les devants. Voilà, je prends les devants. La réponse est qu'il existe de nombreux secteurs d'activité bien avant le secteur des transports et de surcroît l'avion, qui sont beaucoup plus polluants. En fait, je pensais à la mode, tu vois, au textile. T-shirt 5 €, un t-shirt acheté, un offert. Enfin, on est tenté d'acheter des vêtements. Mais est-ce qu'on sait réellement comment ils sont produits, d'où vient la matière, qui les a... Après, je pense qu'il faut pas rentrer dans une espèce de concurrence de qui pollue le plus, qui pollue le... Enfin, si tu veux, mais cela dit, c'est vrai que... Mais d'ailleurs, c'est quoi le transport qui pollue le moins? Ah, j'ai cru que tu allais me demander le plus. Non, le moins. Le moins. À part les transports en commun, comme ça. Oui, enfin, même au-delà de ça, la marche à pied. Mais bon, voilà, c'est... La marche à pied, le vélo... D'accord. Et celui qui pollue le plus, du coup, maintenant, c'est l'avion. Le bateau. Ah, c'est le bateau. Le transport maritime. Après, on a la voiture. Ouais. La voiture, et puis, Dieu sait qu'elles sont nombreuses en Guadeloupe. Ouais, c'est clair. Ça. Parfois, c'est une voiture par personne. C'est pas parfois, c'est même c'est la norme. Voilà, non, je sais pas. J'ai pas fait d'études sur ça, mais c'est vrai que, en tout cas, on a de plus en plus d'embouteillages sur nos routes. Ouais. La voiture consomme beaucoup. Alors, de plus en plus, on voit des voitures hybrides. Passer à l'hybride, passer à l'électrique. Bon, de toute façon, c'est un geste déjà. Ah bah c'est plus qu'un geste. Après, j'ai envie de te dire, si je retourne sur la réglementation, alors tu vas me dire, on a le temps de voir venir. Mais en 2040, de mémoire, ça sera peut-être 2050. En tout cas, on sera encore normalement présent pour le voir. Les voitures thermiques seront interdites. Et il y aura plus de pétrole, de toute façon. Oui, ouais. Oui, c'est vrai. D'accord. Demande à ton moteur de recherche éco-responsable. D'accord, je lui demanderai. Je lui demanderai. Promis, franchement, je lui demanderai. Mais le problème, c'est que tu sais, c'est que les résultats, les résultats ne sont pas, ils sont pas personnalisés comme je l'aime. Je suis habitué maintenant à voir. Quand je tape une recherche, il sait que je suis en Guadeloupe, quoi, tu vois. Tu vois, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu es habitué à un moteur de recherche. Ton moteur de recherche est habitué à tes... En plus, moi, je navigue en mode connecté, puisque je me connecte au navigateur, et du coup, le navigateur, c'est absolument tout ce que je fais. Oui, il connaît toute ta life. Il connaît toute ma life. Il connaît ce que tu cherches. Absolument tout. Il sait même avant toi ce qui pourrait t'intéresser. Ouais, c'est vrai. Pourquoi je te parle de ça ? Les habitudes. C'est ça, les habitudes sont difficiles à perdre. Donc, va dire à quelqu'un, non, mais c'est pas bien ce que tu fais, il faut changer. Non, on n'est pas là pour juger. Moi-même, j'ai demandé de ne pas me juger tout à l'heure avec les petits poussins. Mais c'est prendre conscience, en fait. C'est tenter de trouver des justes milieux. Je cherche un exemple. Et peut-être responsabiliser aussi, tu vois. Parce que prendre conscience, oui, mais responsabiliser, ça, je pense que ça va même plus loin, puisque la personne, en fait, se rend compte que qu'elle peut faire quelque chose. Parce que prendre conscience, c'est c'est pas bien, ok. Mais responsabiliser, c'est vraiment, on est dans l'action. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de... Enfin, moi, je fais beaucoup de gestion de projet, tout ça. Donc, quand tu responsabilises quelqu'un, généralement, tu as un meilleur résultat. Donc, la responsabilité, oui. Cependant, je suis persuadée, je pense, que l'être humain est comme ça. Pour mener à bien, aller jusqu'au bout de son action, de sa responsabilité, il faut qu'on voit la conséquence, le résultat. Il faut qu'on ait un résultat immédiat. Ouais. Tu me dis, oui, trie ta bouteille parce que tu vas sauver la planète. Ouais, c'est flou. Ouais.
déjà, on parle de planète. Ouais, mais qu'est-ce que je fais déjà pour la Guadeloupe? Par contre, si je te dis trie ta bouteille, parce que sinon elle va rester sous le sol en Guadeloupe, toi qui aimes cultiver la patate douce, toi qui aimes les bananes bio, etc., bon, bah, déjà, ce que tu vas manger, point d'interrogation. Et en plus, ça te permet de fédérer, en fait, de créer des communautés, puisque tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme toi, et tu te dis, ouais, parce que parfois tu n'oses pas, tu te sens seule, en fait, dans tes actions. Tu te dis, oui, mais ça sert à rien si moi je le fais toute seule. Et là, tu connais sûrement la fable, l'histoire du colibri. Non, vas-y, éclaire-moi. C'est une histoire amérindienne qui raconte l'histoire d'un colibri. En fait, il y a le feu dans la forêt, la grande forêt. Et donc, tous les animaux sont apeurés, le tatou, voilà. Et le colibri, on le voit faire des allers-retours, prendre de l'eau à la rivière et le déposer au-dessus de la forêt pour l'éteindre. Et les autres animaux rient aux éclats et lui disent « Mais que fais-tu, petit colibri ?» Mais je fais ma part, j'essaye d'éteindre le feu. Donc il est tout petit, avec son petit bec, mais lui, il agit. Et puis il se dit que si tout le monde agit, peut-être qu'on arrivera à éteindre le feu. Voilà, donc tout ça pour dire que quand on se sent seul, parfois, on se dit que c'est inutile. En quoi mon geste a une importance que je le mette dans la poubelle de gauche ou la poubelle de droite, bon, c'est pas grave. Ouais. Mais quand on est ensemble, on se rend compte que finalement, un geste multiplié par... on est environ 400 000 en Guadeloupe, d'ailleurs. Il y a certaines personnes qui ont fait des vidéos dans ce sens. Ces 400 000 personnes font un petit geste, ça devient un grand geste. Effectivement. Non, mais c'est totalement vrai. Hein. C'est... Voilà. Et des trucs tout cons. Hein. T'es en voiture, tu jettes pas ton mégot de cigarette par la fenêtre. Voilà. Tu as vu mon dernier post sur LinkedIn, c'est bon. Je l'ai... Il y en a plusieurs, donc je sais pas, mais en tout cas... J'ai publié en fait un article qui rappelle en fait de nombreuses études, notamment en France, comme quoi il y a encore beaucoup de personnes qui jettent les mégots et les déchets par-dessus la fenêtre lorsqu'ils sont sur la route. Ouais. Alors oui, ils sont conscients que ça pollue, ils sont conscients que ça laisse une image négative du pays, de la région. Mais qu'est-ce qui va vraiment selon l'étude encore une fois, qu'est-ce qui va réellement les faire changer de comportement? Tu vois, on parle d'attitude. C'est lorsqu'ils sont en présence de leurs enfants. Ouais. Lorsqu'ils se disent « Ah, mon enfant me regarde, il faut que je fasse attention, il faut que je donne l'exemple. Ouais. » S'il n'y a pas les enfants, enfin, a priori ça serait le moteur quand même principal. Il y a des gens, même ça, des fois, ça. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire que tu parlais de mégots de cigarettes. Oui, on parle de bouteilles en plastique, de déchets, mais les mégots, on va en entendre de plus en plus parler, parce qu'il y a une nouvelle... tu connais la REP? Tu as entendu parler de responsabilité élargie du producteur? Mais tu vas sûrement connaître l'expression pollueur-payeur. Oui, évidemment. Mais la REP, c'est ça en fait. C'est le producteur de déchets, celui qui fabrique le déchet, paye une taxe pour qu'ensuite l'éco-organisme mette en place des dispositifs pour le remettre dans la chaîne. Dans la chaîne de revalorisation, en tout cas pour qu'il n'intéresse pas dans la nature. Et donc, il y a une nouvelle REP qui va se créer pour les mégots de cigarettes. D'accord. Il y en aura aussi pour les chewing-gums. Enfin, il y en a plein. D'accord. Mais c'est super, ça. Donc, c'est des fabricants de cigarettes qui vont payer pour... c'est pas si super que ça, c'est ça que tu veux dire? Non, je dis que c'est super. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail en termes de communication à faire, parce que tu vois, ça fait un moment que la REP bouteille plastique, on va dire, emballage ménager existe, et on peine encore à les trier correctement, à trouver un sens à cet éco-geste. Donc, plus on rajoute des filières, et plus il faut sensibiliser sur l'importance de ce geste de tri. Oui, effectivement. Voilà. Mais il y a du boulot pour R3 alors. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a du boulot pour R3, mais il y a aussi du boulot pour plein d'autres personnes. Ah ben, non, mais c'est super. Tu as trouvé le sens à ce que tu voulais, justement.
Et c'est super, donc absolument. Mais justement, ça me permet d'aborder un dernier petit thème avec toi concernant... Moi, je voulais voir comment tu faisais pour gérer tes phases de découragement. Au-delà de l'ikigai dont on parlait tout à l'heure, j'imagine que alors, ton entreprise est encore en phase de maturation. Donc j'imagine que je dois sûrement passer par des phases un peu down, de doute. Un peu beaucoup d'âme. Ben justement, comment tu fais pour garder le cap et se dire non, je continue, je lâche pas. Voilà. Au-delà de la relation que tu as avec ton poussin ou ton ilan. Voilà, ok, il y a un moment où, enfin, je pense, il y a un moment où l'amour de la nature ne suffit plus, en fait. Alors oui, il y a deux aspects, selon moi. Il y a trouver la force, comme on dit, intérieure, Ouais. se remotiver soi-même. C'est pas toujours évident, mais je pense qu'il y a des cycles. Ouais. Peut-être que tu connais la courbe des émotions. Des émotions? Ouais. Non. Parfois, quand on apprend un choc, enfin, qu'on a une émotion forte, on a certaines phases, la phase de déni, la phase de colère, de déception, et le fameux creux de la vague dont tu dis on est down. Ouais. Et après, il faut remonter la pente, donc trouver l'acceptation, la motivation, etc. Donc, il y a des cycles personnels. Je ferai une légère parenthèse sur l'aspect féminin, mais on a des cycles aussi propres, je dirais, en tant que genre féminin que nous rencontrons. Et puis, il y a la force qui vient de l'extérieur, qu'on va puiser autour de soi. Donc oui, je parlais de la nature, des animaux. Il y en a, c'est l'art, tu vois, s'évader dans la peinture ou autre. Il y a aussi ses proches. Ses proches, ses amis, la famille. Il y a les proches, je parlais tout à l'heure de l'incubateur, je ne sais pas si tu peux le citer. Oui, tu peux le citer, bien sûr. Les premières de Guadeloupe, bien sûr. Ouais. L'incubateur, où il y a d'autres porteuses de projets qui rencontrent aussi différemment, mais des phases de doute. Et finalement, c'est là où on s'aperçoit que nous, on est parfois déjà passé par une étape et donc on peut rassurer une autre personne. Qu'à l'inverse, elle a des leviers que nous, on n'avait pas encore et du coup, elle nous aide à relativiser. Donc, le regard des autres, parfois, peut nous faire perdre les pédales et parfois nous remonter, en fait. Nous inciter à continuer. Voilà, il faut continuer. C'est normal, en fait, d'avoir des phases de doute et des up and down. Le tout, c'est de continuer, à mon sens. C'est de continuer. Après, on ne peut pas toujours être au même rythme. Moi, je sais que, effectivement, les échanges me nourrissent beaucoup. Et effectivement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je garde toujours un lien avec... j'ai une vie sociale qui fait que... Voilà, je tiens à ma vie sociale, c'est ça que je veux dire. Parce que ça me permet de... Enfin, social, pas pour les sorties, mais je veux dire, je tiens justement à voir autour de moi des gens qui m'enrichissent, qui m'inspirent, qui me portent aussi. Oui. Alors, c'est vrai que ça, encore une fois, dans les deux sens. Si on s'entoure de personnes positives ou qui vont t'inspirer, ça va t'élever et te donner envie de continuer. À l'inverse, si tu t'entoures de personnes négatives qui vont te dire non, mais laisse tomber, lâche l'affaire et tout, non, mais je suis d'accord. C'est compliqué. Donc, il ne faut pas rester dans ces cercles-là. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? Du coup, je fais encore un parallèle avec l'aérien. J'ai été formatrice aussi dans ce secteur-là, dans ce qu'on appelle le CRM, le Crew Resource Management. En français, ce sont les facteurs humains. On garde ce fameux lien avec l'humain. Les facteurs humains, c'est quoi? Là où je veux en venir, c'est que c'est important de se connaître soi-même. Parce qu'en facteur humain, on apprend à identifier en fait certains symptômes, certains signes qui montrent qu'on est plus ou moins en forme.
Donc là, je suis fatiguée. Bon, on fait une pause, lève le pied pour pas être en burn-out, quoi, en dépression. Ou parfois, non, là, je sens que je suis en forme, donc c'est maintenant qu'il faut que je me booste et puis que je sois productive, que je fasse de la prospection ou quoi. C'est connaître son corps, son organisme et jongler, j'ai envie de dire, avec tout ce qui nous entoure, hein, encore une fois. Hein. Aujourd'hui, il fait chaud, aujourd'hui, il pleut, aujourd'hui, il fait froid. On va séquencer, on va un petit peu comme un puzzle, agir dans une même direction, mais parfois, tu sais, en jouant avec les virages. En fait. C'est pas une ligne droite, c'est pas linéaire. Ouais. Et c'est important en fait de se connaître. Parce que c'est pas les autres qui vont nous dire si, continue, alors que tu es en train de stresser. Ouais, c'est clair. Ouais. Et oui, tu vas y arriver, seulement il faut connaître son rythme. Super. Puis souvent, le sport m'aide. Ouais, bah oui. Tu es très sportif, toi, effectivement. Alors, très sportif, je sais pas. Si, attends, beaucoup plus que beaucoup. Hein. Tu prépares quoi, un marathon, un semi-marathon? Marathon. Tu prépares le marathon. Écoute, le marathon de quoi? Ouais. De Paris. Écoute, l'année dernière, je suis encore inscrite, mais normalement, je devais le faire en 2020. Ouais. Il se trouve que, tu vois, entre deux avions, justement, je devais aller courir le semi-marathon de Paris d'abord, donc 21 km en gros. Ouais. Et je suis dans le VTC qui m'amène à récupérer mon dossard et j'entends à la radio confinement annulé, course annulée, confinement qui arrive, risque sanitaire, etc. Donc, grosse déception. J'ai quand même couru, mais pas dans le cadre officiel. Tu vois, j'ai couru seule. Il y a beaucoup d'athlètes ont fait ça, effectivement. Ouais. Et puis, le lendemain, après, j'ai repris mon avion, j'ai bossé, et puis je suis rentrée. Et donc, un mois après, donc cet épisode, c'était en mars, et le mois d'avril 2020 était censé être le marathon de Paris, où je devais courir mes 42 km 195. Tu devais faire 21 km en mars. Le semi, c'est 21, voilà. Et 42 en avril. C'est ça. Mais finalement, le semi, en fait, c'était plutôt dans la phase de mes entraînements. Parce que, ah bah oui. Alors, pour 21, c'est un entraînement. Non, mais pour la petite histoire, c'est que avant, je courais pas du tout. C'était pas. J'ai fait de nombreux sports, quoi, arts martiaux, aïkido, karaté. J'ai fait de la gym, j'ai fait du volley, tu vois, sport en équipe ou plus individuel. Mais la course, ça ne m'attirait pas du tout. Ouais. Et puis un jour, paf, je me suis dit, en fait, il y avait une course organisée en Guadeloupe et la cause que défendait cette course, c'était pour la drépanocytose. Et je me suis dit, ah oui, j'ai la fille d'un ami qui est atteinte de cette maladie. Ça me parle, donc je vais m'inscrire pour que les fonds soient reversés. Et puis, on en revient encore aux valeurs. Ouais, aux valeurs. Et du coup, à l'époque, c'était 5 km. Ouais. Non, mais c'était la mort. Je me suis dit, comment je vais faire Et je me suis entraînée toute seule. Donc, c'était assez chaotique, mais je suis allée jusqu'au bout. Et depuis ça, en fait, je me suis dit, j'ai pas envie de rester sur une mauvaise note, parce que j'ai couru, mais c'était difficile quand même. Et je me suis dit, non, persévère, allez, fais 5, mais maintenant, essaye d'améliorer ton temps. Après, c'est bon, ne cherche pas le temps, mais va un peu plus loin. Tu fais 7, tu fais 8, tu fais 10. Et puis là, après, je me suis entourée. J'ai pris un coach. Et puis, le premier challenge, c'était faire 21 km. Je me dis, mais je vais jamais y arriver. Pareil, comme les 5K, c'est non, la montagne, 21 km, trop loin, trop dur. Finalement, je l'ai fait. Et depuis que j'ai fait ça, après le coup, j'étais en entraînement. Oui, alors demain, on fait 21 km. Je fais, ah oui, moi, en fait, c'est facile, quoi. Tu vois, maintenant, tout le monde le fait, 21. Et tu fais régulièrement des 21 km, du coup, maintenant? Alors, depuis l'année dernière, du coup, j'ai un petit peu levé le pied. Et là, je m'y remets, cette année. Ça fait 2 mois que j'ai repris. Donc, j'ai pas encore fait 21, mais j'y travaille. Et tout ça pour dire que les 21, effectivement, font partie des cycles d'entraînement. Ouais. Du moins quand on vise le 42. Mais après, quand on a fait les 42, j'en connais plein qui ont fait le marathon, ils te disent, ah oui, moi, c'est l'Ironman, ou moi, c'est le Spartan, ou moi, c'est des trails. Bon. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est relatif. Hein.
Je n'ai pas encore fait le marathon. C'est un objectif et j'espère que tu m'encourageras. Absolument. Alors là, je suis derrière toi à fond. Comment on appelle Le ça, timer. le code là, sur l'application. Ouais. Parce on peut suivre à distance, hein, on est dans le digital. Et ok. du coup, je te donne mon numéro de dossard sur l'appli et puis tu vois les petits bonhommes qui avancent. Ou si au contraire, je suis à l'arrêt, tu te dis, mais alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle a arrêté de courir. Mais oui, il faut courir là. Non, mais sinon j'irai te voir carrément si je peux. Attends. Ah oui, bon ben. Alors, donc du coup, c'est cette année, le marathon qui était prévu en avril 2020 a été reporté plusieurs fois et là, ça sera en octobre 2021. Donc c'est pour ça qu'il me reste encore quelques mois. Il fait froid en octobre à Paris. Hein, enfin, il fait frais en tout cas. Il commence déjà. J'aime peu ces températures. Tu peux avoir un petit 10-15 degrés de temps en temps, quoi, tu vois. Mais figure-toi que c'est plus facile pour courir. Ouais, j'imagine. J'appréhende effectivement l'atmosphère, le froid, mais en fait, c'est beaucoup plus facile que courir là sous nos latitudes où il fait 30 degrés, même quand il fait nuit à 5h du mat. Tu te rappelles? Oui. Je te disais, il est à 4h30, j'ai entraînement. Oui, je me rappelle. Oui, je sais. Ça, c'était magnifique. Bon, en tout cas, écoute, on arrive à la fin de notre entretien. Donc, je te remercie beaucoup, Emma, d'avoir accepté de partager ce moment avec moi. Moi, j'ai beaucoup appris sur toi aussi. C'est vraiment super. Donc, du coup, franchement, c'est... Non, l'ikigai, vraiment, tu as une vraie dynamique au niveau de ton mental. Et je trouve ça absolument génial. Donc, du coup... je sais pas. C'est quoi la suite pour R3 du coup? La suite pour R3, c'est développer les prestations de conseil auprès des entreprises pour que les professionnels se mettent en conformité en Guadeloupe, parce que comme on le disait, il y a beaucoup à faire. C'est continuer à communiquer, prévention, gestion des déchets, et si possible de manière ludique. Donc c'est fédérer, créer des communautés qui se reconnaissent dans ces valeurs. Et puis voilà, ensemble, seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin. Exactement. Bon, super. Écoute, longue vie à R3. Ouais. Et puis, voilà, longue vie à R3 et puis bon courage à toi. Et oui, enfin, dernière question, où est-ce qu'on peut te contacter? Écoute, on peut me contacter sur les réseaux sociaux. En fait, c'est plus simple de résumer comme ça parce que sur les réseaux, il y a mon mail, il y a mon téléphone. Ouais. Je vous invite à liker, à me suivre donc sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta. Bon, j'avoue, je préfère LinkedIn. Comment il s'appelle? Tout ça à ton nom? Ouais. J'ai partagé récemment des études comme quoi il y a des applications et des sites qui sont plus ou moins... qui consomment plus ou moins d'énergie. Bon, bref. Donc, LinkedIn, Facebook, Insta, oui, c'est la même chose. C'est R3 Attitude. Ok, exact. Ok. Sinon, Emmanuel Lacoste. Super. Des fois, il vaut mieux taper Guadeloupe, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, non, mais ça, c'est parce que tu allais sur un autre moteur de recherche. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, je suis désolé. Bon, ok, Emmanuel Lacoste, Guadeloupe. Guadeloupe, ou R3, enfin quelque chose. R3 quoi. Attitude, normalement, il y en a. C'est ça. Oui, je te confirme, il n'y en a qu'une seule. Ouais. Super. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Oui, merci à vous les auditeurs, merci beaucoup. En tout cas, Hors-Zone est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Donc, alors il y a Castbox, il y a Apple Podcast, Spotify. Il est sur YouTube également. Et enfin, sur une plateforme qui s'appelle Encore. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker quand vous le pouvez, à mettre des commentaires, même sur les réseaux. Moi, je n'en reçois pas assez, je trouve. Donc, vraiment, c'est un truc qui nous nourrit beaucoup. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me fasse des retours, justement, sur la qualité du podcast et tout ça. C'est hyper important pour moi. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter surtout, et à me faire des retours, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Manu. Bye bye. À bientôt. Et prenez soin de vous.